Alors bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission À votre service. Comme vous pouvez voir, on a changé un petit peu notre décor, mais tout ça c'est dans le but de le rendre encore plus dynamique, alors en espérant que ça vous plaît. Alors aujourd'hui à l'émission, nous allons recevoir M. Sylvain Lajoie, qui est propriétaire du salon de quilles de l'Abbé, qui va venir nous parler du tournoi TVCO Invitation qui s'en vient au mois de mars. Alors, à ne pas manquer. Nous allons aussi recevoir M. Serge Gauthier, qui est président de la Société d'histoire de Charlevoix, qui va venir nous parler effectivement de leurs différentes publications, mais entre autres aussi de la Forge Riverain. Et enfin, M. Thomas Lepage-Gouin, qui lui est le directeur du camp Le Manoir, qui va venir nous parler des différentes activités et du futur que va nous offrir le camp Le Manoir. Bonne émission. Alors, Sylvain Lajoie, propriétaire du salon de quilles l'Abbé, bonjour. Bonjour. On parlait quilles, bien sûr. On parlait oui. de tournois aussi, un gros événement qui s'en vient là, au mois de mars, très bientôt. Absolument, ça va être une belle fin de semaine, la fin de semaine du 19-20 mars. Donc, on est à TVCO et cette fin de semaine-là, elle va justement être consacrée justement à TVCO. C'est ça, c'est le tournoi TVCO Invitation, là. Oui, c'est ça, puis ça va se dérouler sur 2 jours. Donc, quand je dis consacrer la fin de semaine, c'est qu'il va y avoir des activités pour tous les gens. Donc, oui, c'est sûr qu'on va parler du tournoi en tant que tel pour les joueurs qui recherchent à compétitionner. Mais même si vous n'avez jamais joué au quilles ou vous êtes un jeune enfant, bien, il va y avoir la possibilité de participer. On va vraiment toucher monsieur et madame tout le monde. OK, donc c'est pas exclusivement réservé à ceux qui veulent s'inscrire directement au tournoi, là. Non, pas du tout, parce que bien là, je me lance avec l'activité qu'il va y avoir le samedi soir dans le cadre du 5 à 7, Oui. parce qu'il y aura possibilité pour les gens de venir participer. Est-ce qu'on peut appeler ça une petite rencontre amicale ou... Ça peut servir aussi, je dirais, de financement pour aider TVCO dans ses opérations. Exactement, Alors, parce qu'il y a quand même un coût minime là, Ouais. pour participer. Mais c'est ça, pour cette activité-là et même pour le tournoi, tous les profits de la fin de semaine vont être remis à TVCO. Et pour continuer dans notre petite activité du samedi soir, ça se déroulera dans le cadre donc, d'un 5 à 7. Les gens peuvent s'inscrire individuellement, venir également vous rencontrer, ceux qui seront présents dans le cadre du 5 à 7. Ou les gens peuvent même dire « Ah, ben on aimerait ça y aller en famille », des choses comme ça. Donc, on peut facilement inscrire 4, 5 ou 6 personnes ensemble. Ça se déroule, je le rappelle, samedi soir, le 19 C'est un mars. petit 5 à 7, là. Au lieu d'aller prendre une petite guerre, on va aller se lancer quelques boules de quilles. Bien, exactement. C'est 20 le coût minime pour jouer au quilles. Déjà, les gens vont dépenser facilement 10-15 pour jouer au quilles par temps perdu comme ça, pour aller s'amuser. Quand il y a trop de neige, justement, pour n'a pas d'autres activités à faire. Mais dans le cadre du 5 à 7, c'est vraiment, j'aime ça utiliser cette expression-là, mais c'est pour monsieur et madame, tout le monde, qui veulent justement faire un brin de causette, connaître des gens qui font partie de TVCO et du même coup, aider justement notre télévision de Charlevoix. Super, l'invitation est lancée. Pour le tournoi, maintenant, il y en a qui sont plus experts. Ça, c'est le côté qui en termes de m'intéresse. joueurs, là. Comme toi, d'ailleurs, tu es un bon joueur. C'est sûr qu'on sera sur les allées dans le courant de la fin de semaine. 19-20 mars, là, je m'adresse peut-être à des gens qui jouent déjà en ligue, des gens qui sont habitués ou qui commencent à jouer, qui voudraient participer à un tournoi pour ne pas sortir 150 $ de leur poche là, puis aller faire un tournoi d'envergure. Donc, c'est le moment de le faire. C'est en équipe de 2. Vous pouvez vous inscrire avec qui vous voulez parce qu'il y a une base, c'est comme au golf, il y a un handicap. Ah, il y a un handicap, OK. Donc, si jamais vous êtes dans les équipes supérieures, vous allez donner des quilles aux équipes plus basses et vice-versa. C'est 5 parties au meilleur carreau. J'explique parce que des fois, il y a des gens qui sont un petit peu moins familiers avec le meilleur carreau. Le meilleur carreau en équipe de 2, c'est que, exemple, moi, je joue avec toi, Herman. Herman va aller jouer son carreau. Si jamais tu fais un carreau vert ou simplement une réserve, moi, je reviens jouer par la suite pour augmenter le pointage et c'est le meilleur carreau des deux. OK. Si tu fais un abat, c'est l'abat qui va
En Donc, plein à ça. la place de la réserve. Si toi tu fais un abat, moi je suis en congé ce carreau-là. Si je fais un dallo, on peut l'expression, puis l'autre fait juste 2 quilles, c'est le 2 quilles qui va... En plein ça. Donc ça, c'est en équipe de 2 joueurs et il y a 3 rondes de qualification. Ce qui est plaisant également, c'est que c'est 30 $ par joueur pour la première ronde. Si jamais, avec ou sans changement de joueur, parce qu'il y en a déjà qui sont inscrits dans 2 rondes, vous voulez jouer une deuxième ronde, c'est juste possible de vous classer 2 fois, de toucher aux bourses 2 fois. Et à ce moment-là, c'est 25 $ pour une deuxième ou une troisième inscription. Les rondes de qualification, samedi après-midi, 14 h. On a samedi soir, 19h30. Et également dimanche à 13 h. Donc, dans le cadre compétitif du tournoi, Il y a 3 plages là, où on peut effectivement être en compétition. Exactement. Donc, les gens qui ne peuvent pas le samedi peuvent venir jouer le dimanche ou, à l'inverse, les gens qui ont que le samedi de disponible, bien, à ce moment-là, il y a encore 2 rondes de disponibles le samedi. Donc, on a vraiment de la place pour tout le monde. Il y a un beau trophée à gagner, semble-t-il, autour de ça. Là. Ça, c'est ce qui était intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup de tournois maintenant qui offrent un trophée où on est maintenant capable de graver son nom sur le trophée. Et moi, personnellement, au Salon de quilles de la Baie, il y a la Coupe du Père Noël qui est comme ça. Et le tournoi TVCO va nous permettre de ramener le trophée emblématique. Je dis emblématique parce qu'il existe depuis 1989. OK. On l'a eu sur toutes sortes de formules, que ce soit télévisé ou non. On l'a eu individuel, en équipe pour les jeunes. Bref, ça a touché toutes sortes de formules année après année. Mais cette fois-là, ben oui, le trophée va être remis en jeu. J'aurais aimé regarder, ça m'a échappé, la dernière année qu'on a eu le tournoi TVCO. Ça fait déjà au moins 3-4 ans de ça. Et je suis super content. D'ailleurs, si vous passez au Salon de quilles dans les prochains jours et les prochaines semaines, il sera bien en évidence. C'est un beau gros trophée et vraiment, c'est quasiment la Coupe Stanley, là, je veux dire, pour les quilles ici à Baie-Saint-Paul. Ben oui, absolument, parce que, comme je te dis, c'est vraiment très, très rare. Maintenant, tous les tournois, bon, on obtient des bourses, des choses comme ça, mais les trophées, il n'y en a pratiquement plus. Et un trophée qui existe depuis 1989, et ça me faisait plaisir, quand je l'ai ressorti, de regarder les noms qui sont sur le trophée. On voit des gens, des noms qui sont ressortis du domaine des quilles et qu'on avait quasi oublié. Je parle là, du début des années 90. Mais passez voir le trophée au Salon de quilles et mieux que ça, ben, compétitionner et essayer de gagner ce trophée parce qu'on ne sait jamais ce qui arrive. Si c'est en équipe de 2, on dit toujours le hockey, ça se passe sur la glace, ben, les quilles, ça se passe sur les allées. On ne peut jamais connaître le gagnant avant que les parties soient jouées. Y a-t-il des allées qui sont plus choyées que d'autres? Là? Je veux dire, des fois, tu as été soit comme de la bande de gauche ou de la bande de droite, là, mais non? Mentalement, c'est sûr que chaque joueur a toujours ses allées préférées, ses allées fétiches. Mais dans le cadre d'un tournoi comme ça, 5 parties, on va jouer sur les 10 allées. Donc, à chaque partie, il y a un changement d'allée. Donc, vous allez jouer sur tous les allées. Donc, ça vient équilibrer tout ce qui en est comme approche psychologique. Oui, c'est surtout une approche psychologique, mais oui, il y a toujours des gens qui vraiment ont un petit faible pour telle ou telle allée. Outre ces bons joueurs qu'on peut voir, on a une classe qui est ouverte aussi pour les juniors. Vraiment, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup de jeunes, et surtout à Baie-Saint-Paul, qui touchent au quilles. Moi, personnellement, dans mon groupe de juniors, qui est de... J'en ai tous les âges, j'en ai de 4 à 21 ans. Et j'en ai 24 jeunes qui, tous les vendredis après l'école, viennent apprendre, viennent performer, viennent pratiquer tout en conservant leur moyenne, essayer de battre, bien entendu, ceux qui sont dans la même catégorie d'eux. Et du même coup, bien, les jeunes qui participent à la Ligue de juniors, ça leur ouvre des portes pour participer à d'autres tournois de quilles ailleurs dans la région. Mais pour ce qui est des juniors dans la fin de semaine TVCO, dimanche le 20 mars, ça c'est pour tous les joueurs de 21 ans et moins, que vous soyez dans une ligue junior ou encore tout simplement que vous jouez pour le plaisir, tous les joueurs de 21 ans et moins sont invités à s'inscrire. C'est le dimanche matin à 10 h. C'est un coût minimum, c'est 15 $ par joueur. C'est 4 parties. Pourquoi 4 et non pas 5? Premièrement, c'est sûr que pour les plus jeunes, 5 parties, des fois, c'est un peu plus long. Par contre, 4 parties, ça se joue bien pour toutes les catégories d'âge. Bien entendu, on aura un handicap qui est assez élevé, donc on s'attend que les plus vieux devront donner des quilles aux plus jeunes. C'est basé, bien entendu, sur une moyenne. Et en plus des 3 médailles or, argent et bronze qui seront remis, ça va me faire plaisir, moi, le Salon de quilles de la Baie, de mettre une boule en jeu. Donc, le gagnant du tournoi va recevoir également une boule
Peut-être que s'il y en a des joueurs qui n'en ont pas, ça va leur faire vraiment plaisir. Et pour tous les joueurs qui ont déjà leur boule, c'est toujours un plus, un attrait d'avoir une boule neuve gagnée dans un Parce tournoi. que chacun peut choisir sa boule selon l'ouverture, selon le poids, selon toutes sortes Absolument. d'éléments. Parce que même quand on parle dans les jeunes, vous venez voir le vendredi les jeunes qui jouent dans la Ligue de juniors, à l'âge de 5, 6, 7 ans, déjà, ils ont leur boule propre à eux, avec les couleurs qu'ils ont décidé d'avoir et l'empreinte de leur main qui est faite directement sur la boule, donc avec les angles et tout ça, la grandeur de la main adapté pour et mieux le poids, performer. bien entendu. Oui. Il n'y a plus de petites quilles, là, c'est juste des grosses quilles. Là. On parle juste de grosses quilles. Ah, ça fait du bruit quand ça tombe. La boule arrive, là, ça fait... Hein? Ça fait par contre un beau son quand, Et on, voilà. quand on entend là-bas. Mais on s'entend qu'un dallo, ça fait pas plus de son qu'aux grosses qu'aux petites. Mais il y a des joueurs qui, de fait, ont un style. Tu vois la boule, tu dis allonge le dallo, puis à un moment donné, ça coupe, ça s'en vient directement là, sur la première quille, puis bang, là, c'est toute beauté à voir. Là. Puis tous les joueurs qui apprennent à jouer tôt, je parle justement parce qu'on parle des juniors, viennent à jouer avec ce genre de lancer. Tout simplement, puis c'est pas pour la beauté de la chose, c'est simplement qu'avec l'angle d'entrée qu'on va chercher de la boule dans les quilles, c'est ce qui permet de réussir plus d'abat. Et je pense que tous les joueurs qui veulent performer, bien, c'est ce qu'on veut, toujours à réussir de plus en plus, jusqu'au temps où un joueur va réaliser une partie parfaite. Et par la suite, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Ça va être d'en faire une deuxième et une troisième et ainsi de suite. Alors, il y a un beau défi là. Y a-t-il du monde qui développe des tendinites à cause de ce mouvement-là, non? Non, pas du Pas tout. comme tel. Non, pas plus qu'au hockey qu'à n'importe quel autre sport. C'est sûr que c'est un sport qui a besoin, bien entendu, un petit peu de force physique. Par contre, c'est pour ça qu'on retrouve au hockey des boules qui sont de 6 livres à aller à 15 livres, parce qu'on a des gens qui ne pourront pas. Et là, ça ne va pas avec le gabarit de la personne. Ça va vraiment avec le pouvoir physique de la personne et également une certaine force, si on peut dire. Mais je connais des gens qui vont avoir un gabarit de quelqu'un de 280 livres qui va jouer avec une boule de 14 livres, tandis qu'ils vont avoir une dame qui va peser 115, 120 livres et qui, elle, va jouer avec une boule de 15 et des fois 16 livres. Ah oui? Bon. Oui, absolument. Eh bien, si on veut avoir plus d'informations puis on veut s'inscrire, on contacte toi au salon? Il y a possibilité de me contacter. Ça, bien entendu, le numéro de téléphone 418-435-6155. Dès aujourd'hui, vous allez pouvoir visiter le site Internet du Salon de quilles, www.quillebsaintpaul.com. Les données pour le tournoi vont être dessus. Et sur le site Facebook du Salon de quilles de la Baie, vous aurez justement, dès aujourd'hui, le fameux trophée emblématique qui va être là, en photo avec, vous pourrez voir les noms des gagnants des premières années et tous les détails de ce qu'on a parlé aujourd'hui, bien entendu, vont être disponibles autant sur le Facebook que sur le site Internet. Alors, on répète les dates, c'est le week-end du 19 et 20 mars. 19-20 mars, donc c'est une fin de semaine globale TVCO. Fin de semaine de quilles. Oui, en plein ça, pour monsieur, madame, tout le monde. Venez nous voir, venez participer et du même coup, comme je vous disais, encourager TVCO. Bien, merci à toi, puis on se donne rendez-vous à ce magnifique week-end en perspective. Merci. Merci. Alors, M. Serge Gauthier, président de la Société d'histoire de Charlevoix, bonjour et bienvenue à l'émission. Bien, ça me fait plaisir. Toujours intéressant de parler d'histoire. Oui, absolument. L'histoire est très importante dans Charlevoix. Je vous dirais personnellement, quand j'étais plus jeune à l'école, l'histoire m'intéressait plus ou moins. Mais quand j'ai commencé à voyager, bien là, je faisais des liens entre l'histoire et la géographie. Parce que, veux pas, on découvre que la géographie nous amène à des événements qui font partie finalement de l'histoire. Absolument. Puis des fois, la manière, je ne dis pas qu'on nous autres, on est un peu rogés, mais la manière ça nous est enseigné avec l'histoire sainte et tout ça, c'était pas toujours passionnant dans notre temps. Là. Et ça Je vous dépendait des comprends un peu. professeurs. Ça Moi, j'ai dépend. commencé à trouver ça intéressant justement quand on vit au quotidien, qu'on essaie de dire, ben, cette bâtisse-là, c'est ça. Puis on le voit en Europe, là, l'histoire, ça attire le tourisme. Hein? Oui. Les gens disent, des fois, je me surprends même de Charlevoisiens qui disent, on veut voir ça en Europe, on veut voir ça. Puis là, je leur dis ici, quand je vous parle de protéger un bâtiment ancien, vous dites, oh, non, pas nécessaire. Mais en Europe, vous allez voir, bien, gardez les vôtres aussi, parce que c'est important. Hein?
On a une mentalité, je pense, de jeune pays. Donc, en étant jeune, comme quand on retourne, dans le fond, à notre adolescence et à notre jeunesse, bon, je veux dire, on a une vie à vivre, on va la vivre. Finalement, ce genre d'événement-là ou ce genre de problème, j'appelle pas ça un problème, mais de situation-là, c'est plus ou moins intéressant pour les plus jeunes. Donc, c'est un peu notre mentalité. Oui, c'est ça. Puis un jeune pays, c'est sûr, parce qu'on se dit, bien, ici, il n'y a pas beaucoup d'histoire, mais c'est justement, je suis en train, présentement, je travaille sur un dossier, puis le monsieur, dans ses écrits, il disait, notre histoire au Québec, on la défait en la faisant. Alors, tu sais, sa remarque était bonne. Tu sais, c'est sûr qu'on n'a pas nécessairement des choses aussi anciennes qu'en Europe, mais si on les démolit toutes actuellement pendant qu'on vit, bien, nos descendants, les gens qui viendront, bien, eux, ils n'auront plus rien. Alors, il faut y penser. Tu sais, gardons-nous quelques affaires pour la suite du monde, comme disait Pierre Perrault. Ah oui, effectivement, c'est de s'ancrer ça dans la tête Oui, et voilà. d'en faire carrément un réflexe. Là, quand on parle d'histoire, on parle aussi de choses qui s'est produites récemment par rapport à la Société d'histoire. C'est qu'il y a la fameuse forge Riverain dont vous allez devenir propriétaire. Oui, absolument. La forge, on y tenait beaucoup. Ça fait beaucoup d'années qu'on se dit, face à la menace de démolition, faisons donc un petit mouvement dans un autre sens, à la Malbaie, au lieu de toujours démolir, bien, essayons de préserver. On a beaucoup insisté pour que la forge, qui est très importante, elle a 175 ans, hein, c'est pas rien. Et puis, la famille Riverain est une famille ancrée au centre-ville. C'est un des premiers bâtiments du centre-ville de Malbaie, quand on regarde bien la rue Saint-Étienne, là. Les gens, en plus, avec les villégiateurs, les riverains ont une grande histoire. Et à la fin, bon, M. Louis Riverain était devenu un artiste qui sculptait des objets sur fer qui ont fait le tour du monde. Donc, on a quelque chose qui n'est pas rien et que nous, on voulait absolument conserver. Et à un moment donné, bon, on s'est fait prendre un peu notre propre jeu par la municipalité en disant, ben, prenez-la. Hein. Nous, on n'a pas trouvé de personne. Et puis, bon, on a dit pourquoi pas. Hein? C'est un peu fou, là. Et là, on va arriver bientôt, après bien des discussions, après bien un cheminement quand même. Mais c'est important des fois de faire réfléchir les gens, même si ça brasse un peu. Et donc, la petite histoire va devenir propriétaire de la forge dans les prochaines semaines, officiellement. Là, on a eu une session du bâtiment le 8 février par le conseil de ville de la Malbaie. Et là, il nous reste à faire le contre-offre définitif, qui est quand même beaucoup de détails, parce que... Et ça s'en vient. Et ça sera probablement d'ici à la fin de l'an. Outre la rendre ouverte au public, vous voulez installer vos bureaux là-bas aussi, je crois. Oui, et c'est un projet... Nous, on prend à l'inverse un peu de ce qui était la démarche que la Ville avait faite, c'est-à-dire, attendons d'avoir beaucoup d'argent, et puis sinon, on ne fait rien. Nous, on s'est dit, on n'a pas d'argent, mais on commence à faire tranquillement. Donc, le projet est sur 4 ans. Okay. Et tranquillement, bon, on va commencer par un bon nettoyage. On va prendre une autre allure déjà dès cet été. Et puis là, il y aura une collecte, il y aura des... il faut distinguer le bâtiment de forge, pour ceux qui connaissent, qui est en bas et qui date de 1840. Okay. Et ça, c'est l'endroit historique. Et c'est là où il y aura de l'interprétation de la forge comme telle. La Société d'histoire va vendre ses publications. Il y aura des expositions sur la Malbaie. Et le deuxième et troisième étage, qui sont des lieux où habitait la famille à l'époque, qui ne sont pas des bâtiments aussi historiques. À partir de là, donc, nous, on priorise d'abord la forge et ensuite, au cours des années à venir, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec le deuxième et troisième étage qui sont très grands et probablement qu'on pourra mettre nos bureaux là d'ici quelques temps. Est-ce qu'il en existe encore des forgerons aujourd'hui, sauf ceux qui font les oui, fers? Maintenant, ils sont beaucoup plus dans le sens d'œuvres d'art, de sculpture. Beaucoup d'artisans travaillent le fer et ça continue l'œuvre un peu du forgeron. Monsieur Louis Riverain, c'est ce qu'il a fait. Il est parti, lui, il se disait, bon, ben là, des calèches, des carrioles, ça n'existera plus. Et son père voulait continuer. Lui, il disait, c'est un forgeron, c'est ça. Et il ne voulait pas que son fils sculpte des coques et tout ça. Et il a créé ce marché-là extraordinaire. Et ça continue. Mais le métier comme tel, qui est un métier mythologique, véritablement, ce métier-là, évidemment, est beaucoup plus rare maintenant. Et puis, je ne pense pas qu'ils peuvent faire leurs frais en vendant des œuvres d'art. Mais il y a beaucoup de forges à travers le Québec qui ont été restaurées. Des beaucoup moins anciennes même que celle de Riverain, qui est une forge. Ça aurait été très dommage de démolir ça. Bien, je pense que
Bravo à vos efforts et bravo aux résultats qu'on peut y retrouver dans les fonds. Ça va être sauvé, comme on Puis dit. on a besoin d'appui encore. Je vous dis, J'en là, doute c'est pas. un début parce que c'est tout le monde qui doit être impliqué. Dites-moi, la Société d'histoire existe depuis combien de temps en soi? Cette histoire a été fondée en 84, donc là, on arrive sur les 32 ans. Et puis, à l'époque, on avait parti la revue d'histoire de Charlevoix. Cette année, c'est sa 31e année. Alors donc, ça commence à avoir un peu d'histoire. On en est rendu au numéro 83. Oui, 83. Ce numéro-là parle justement d'une démolition Le manoir qui était assez seigneurial terrible, Nerne, le manoir seigneurial Nerne, qui avait, pour une partie de ce qui a été démoli, ça avait 200 ans en 1960. Et on pense un peu, l'article est très intéressant, c'est M. Jean Simon, un urbaniste de Québec, monsieur qui vient malheureusement de décéder, qui avait 92 ans. Et c'est son dernier texte. Avant de mourir. Et puis lui, il était présent sur place au moment de la démolition. Ah. Il a pris des photos au moment où c'était sur le bord et même on voit des choses qui tombent, là, le clocher. Donc, je suis arrivé devant cet article-là, c'est extraordinaire. Par la suite, à la Malbaie, il y a eu beaucoup, beaucoup de démolitions. Donc, on pense un peu qu'à la démolition du manoir... Il faut arrêter les démolitions puis commencer à enclencher protéger une notre façon de patrimoine. penser qui était un peu négative. Maintenant, alors l'article fait réfléchir là-dessus. Et dans la revue, vous avez beaucoup d'articles aussi de jeunes chercheurs maintenant. Parce que ce sont des gens, on a fondé le centre de recherche aussi sur l'histoire et le patrimoine. On est en lien avec plusieurs universités quand il y a des étudiants qui font des maîtrises. Alors on leur dit, faites-nous un article. Et ça marche, on en reçoit. Alors donc là, on a Alex Brassard, entre autres, sur Petite-Rivière, ça va intéresser les gens. C'est vraiment intéressant. Il a étudié tous les nouveaux développements de Petite-Rivière. OK. Et puis, on a l'abbé Imbeau, Monseigneur Imbeau, qui était un des premiers cinéastes québécois qu'on a oublié, là, et qui viennent de notre région. C'est un article d'un étudiant. On a aussi un article sur M. Taché, qui était premier ministre du Canada uni et qui aurait mis enceinte une dame de Charlevoix. Alors, c'est une intrigue absolument intéressante. Beaucoup, beaucoup d'articles comme ça. Un texte sur l'agriculture dans Charlevoix. C'est un numéro que j'aime beaucoup. Et qui est allé, avec un beau Robert Baillotte sur la couverture. Ben oui. On voit une scène de Pointe-au-Pic avant la route. Avant la 1960. route. Ça a du cachet. Oui, Il y avait des oui. résidences collées sur le fleuve en plus. Collée sur le fleuve. Cette maison-là, je me rappelle, elle était pratiquement dans le fleuve. Et les gens aimaient ça, parce que quand elle était construite sur le fleuve, ça communiquait facilement. Ben oui, effectivement, c'était la façon de communiquer dans le temps. On voyageait sur les eaux, quoi. Ouais. Dites-moi, récemment, je pense qu'il y a eu une nouvelle aussi, comme de quoi l'ensemble de ce que vous produisez va être disponible au musée de Charlevoix. Oui, c'est ça. C'est que pendant un bout de temps, pour toutes sortes de raisons, on n'avait pas continué de distribuer. Parce que la revue, tout ça, maintenant, on distribue beaucoup plus par Internet. Ceux qui veulent l'avoir, donc, il y a le site Internet de la Société et vous pouvez vous abonner, vous pouvez tout acheter en ligne. Alors, on distribuait moins en kiosque. C'est www, je suppose. www.shistoire-charlevoix.com. Il ne faut pas hésiter à y aller, c'est très facile et maintenant, on a de plus en plus comme ça. Mais on en a placé au musée aussi avec les éditions Charlevoix. Parce que depuis 2006, on a incorporé les éditions Charlevoix, qui sont une maison d'édition existante dans Charlevoix, qui publie littérature, qui publie histoire, ethnologie. Tout est ouvert, on reçoit des manuscrits, évidemment. Là, on est à 3 titres environ par année, donc... Puis comme le directeur de la Société, le président écrivent aussi, c'est vite rempli. Mais on travaille actuellement à développer la maison d'édition comme une maison d'édition subventionnée, et éventuellement, elle va prendre de l'ampleur encore. Alors, en tant que maison d'édition, même si c'est subventionné, c'est toujours orienté vers l'histoire? C'est toujours un peu On a eu des romans, ouais. On a eu des différents... moi, j'ai eu de la poésie que j'ai fait, donc c'est ouvert. Mais c'est pas nécessairement des auteurs de Charlevoix, ça peut être des auteurs de... Parce que c'est une maison d'édition qui va se développer comme partout ailleurs, là, une maison d'édition ouverte. Mais c'est certain que nous, on vise un peu... Et c'est d'ailleurs le thème un peu du veau d'or, les livres récents. Des livres un petit peu plus intellectuels qui vont questionner, qui vont poser des questions sur différents sujets et qui vont aller chercher des... on ne fait pas une édition nécessairement commerciale au sens des livres qu'on voit souvent. Alors, là, il y a toujours un peu un niveau intellectuel qui est demandé pour les éditions Charlevoix. Donc,
Ça, Celui-là, c'est par votre, exemple. c'est votre dernier né, là, c'est le bébé, celui-là. Là. Ouais. D'un veau d'or à l'autre. Qui Un veau d'or, c'est ça, c'est que le veau d'or, bon, les gens connaissent, ceux qui sont plus anciens, hein, Oui. connaissent l'histoire du veau d'or, que le peuple juif s'est fabriqué au moment où Moïse était sur le mont Sinaï, si je ne me trompe pas, en train de recevoir les 10 commandements, mais ça a pris du temps. Alors là, le temps que Moïse revienne, les gens ont dit, bon là, on ne croit plus, et ils se sont fait un veau d'or qu'ils ont adoré. Et donc, à partir de là, ben, en regroupant les textes qui sont des textes que j'écris depuis 1985 dans des journaux. Il y en a qui ont été publiés dans Le Devoir, dans Le Soleil et La Presse, et les journaux de Charlevoix aussi. Et ça me faisait un bon nombre de lettres d'opinion que moi, je ne souhaitais pas tellement publier, mais on m'a dit pourquoi pas. Et le rassemblement s'est fait sous l'idée du veau d'or, parce qu'on s'est dit souvent dans Charlevoix, quand on regarde ces lettres-là, on s'est beaucoup emballé pour des grands projets, souvent, et ce qui n'est pas de mauvaise chose, mais souvent aussi qui n'ont pas si bien réussi que ça, et qu'on peut questionner par après. Et on se dit, ben peut-être, et c'est d'ailleurs souvent l'appel que je faisais dans ces lettres-là, est-ce qu'on aurait pu aussi penser à des petites choses de notre milieu, plutôt que de toujours aller vers le veau d'or. Alors donc, d'un veau d'or à l'autre, et derrière, ben, des hommages aussi à des grands de Charlevoix qui sont moins connus. À chaque fois qu'il y avait un décès, moi, j'avais toujours une lettre ou hommage qui faisait l'historique. Alors, j'en ai un bon nombre dans ça. Particulièrement les prêtres. Ça m'amuse parce qu'à l'époque, c'était important, les prêtres, hein, dans chaque paroisse. Et aujourd'hui, je me dis, ben, c'est historique parce qu'il n'y en aura plus jamais. Hein? Alors donc, on a une image traditionnelle de gens qui étaient des leaders du milieu de l'époque qu'on voit tranquillement qui sont disparus. Et il y a des prises de position, il y a l'évolution de la ville d'art de Baie-Saint-Paul, il y a le quai de Pointe-au-Pic, il y a eu toute une histoire depuis 35 ans. Là, hein. On n'en parle pas, et pas pour le mieux nécessairement. Le casino. Oui. Alors moi, à l'époque, on avait un comité, puis on disait, il faut réfléchir aux répercussions. On n'est pas nécessairement contre un casino. Mais si vous regardez la couverture, moi, ça m'a fait réfléchir en la voyant. Avec M. Mélenchon. À l'époque, on revendiquait un casino privé, imaginez-vous. Oui. Pour Charlevoix. Alors donc, c'est une des choses qui m'a frappé. Je me suis dit, là, je ne discutais pas d'un casino avec l'État, là. C'était même pas dans l'air. Alors donc, c'est amusant de retrouver ça. Puis aujourd'hui, ben, c'est quand même devenu un joueur important dans la région. Oui, puis on préfère avoir le gouvernement. Oui, je pense que oui. Surtout quand on voit la suite. On a des retombées avec ça. Écoutez, dans les faits, je veux dire, ça fait quand même plusieurs années que la Société d'histoire existe, mais quand on veut en savoir davantage, comme vous l'avez mentionné, on peut aller sur votre site Internet. Oui. C'est de là qu'on a pas mal l'ensemble des informations sur l'ensemble de ce que vous avez édité en termes de parution. Pour les éditions, vous allez à l'onglet Éditions, mais là, on va avoir un tout nouveau site, c'est la fin du mois, là, qui va être renouvelé. Et j'invite les gens à aller voir parce que ça va être... Pour la revue, vous avez l'onglet Revue, vous avez l'onglet Recherche aussi, sur le centre de recherche. Et vous pouvez voir beaucoup de choses comme ça. Et bientôt, vous aurez l'onglet Forge aussi, parce qu'évidemment, on veut développer notre projet. Donc, venez voir www.histoirecharlevoix.com. On a notre bureau aussi au 158 de l'Église à la Malbaie, qui présentement est là jusqu'à nouvel ordre. Cet été, il y aura des expositions. Ça s'appelle la Malbaie, une mémoire retrouvée, où on va avoir des photos anciennes de la Malbaie, là, qui a déjà été présentée à la bibliothèque. On la reprend à notre local cet été. Donc, c'est ouvert, ça, 9h à 4h. À tous les jours, vous pouvez venir acheter toutes les publications de la Société. Puis, si on veut parler à quelqu'un, on appelle au 88-665-8159. 8159. Normalement, il y a quelqu'un, vous pouvez laisser le message, et puis on va répondre, c'est sûr. Il y a le courriel aussi, www.histoire.com. D'accord. Alors, écoutez, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on va pouvoir suivre au fil du temps, hein, pour la suite des choses. Puis on va suivre le développement de la Forge Riverain comme telle et bien sûr vos éditions. Écoutez, ça nous fera plaisir de vous recevoir à nouveau. Vous viendrez nous en parler quand des nouveautés arriveront comme ça. C'est toujours intéressant. Il y en aura d'autres. Et puis la Forge, on tient beaucoup à l'aide de tout le monde. Monsieur Gauthier, merci beaucoup. Merci. Alors, M. Thomas Lepage-Gouin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le nouveau directeur du Camp Le Manoir depuis l'été 2015? Exactement, depuis le mois de mai. C'est un beau défi? Très beau défi. Très beau défi. Très amusant. Dites-moi, le Camp Le Manoir, c'est quand même, ça fait 52 ans que ça existe, donc c'est pas d'hier. Et le Camp Le Manoir, dû à ses années d'existence, a quand même réussi au fil du temps à se
créé une réputation très enviable. C'est sûr qu'au fil des années, au fil des familles qui sont venues, souvent on a les enfants d'anciens campeurs. Les gens ont gardé un attachement pour le camp, puis ont décidé que c'était quelque chose qui leur avait convenu, qui était important pour eux, puis ils l'ont gardé dans leur cœur. Puis ça, c'est très intéressant parce que ça fait qu'on a une clientèle très fidèle. Il y a 2 types de camps, je pense. Il y a le camp de jour, puis il y a le camp vacances en soi. Exactement. On a un camp de vacances, les jeunes vont venir coucher. Donc, ils sont là pendant habituellement une douzaine de journées consécutives. Ils mangent là 3 repas par jour. Ils vivent là 24 heures sur 24. À l'inverse, on a développé le camp de jour depuis maintenant une dizaine d'années. Le camp de jour, lui, c'est des jeunes qui viennent le matin, repartent le soir et reviennent le lendemain, du lundi au vendredi. OK. Donc, c'est un service ponctuel selon les besoins par rapport à la population du coin. Exactement. C'est plus des gens locaux. Quoi qu'on commence à avoir aussi des gens un peu de l'extérieur. Souvent des petits-enfants en visite ici chez leurs grands-parents. Les grands-parents, ils les ont pendant une couple de semaines, ils vont les envoyer par exemple la journée avec nous au camp pour que l'enfant soit avec d'autres enfants de son âge. Puis le soir, il va être avec ses grands-parents la fin de semaine aussi. Quand le manoir a vécu un changement dans la dernière année, avant c'était géré par les Frères du Sacré-Cœur, maintenant c'est devenu un organisme à but non lucratif. Exactement. Et ça depuis 2015. Hein? Depuis le début de l'année 2015. Dans le fond, les frères ont été là depuis, c'est eux autres qui l'ont fondé. Ils sont encore présents, sont encore propriétaires du camp, sont encore impliqués au niveau du conseil d'administration, donc font partie des décisions, mais ont décidé qu'au niveau de la gestion courante, c'était une charge qui était devenue peut-être un peu lourde pour eux, et qui souhaitaient entrer dans une période de transition où un OBNL prenait la relève puis prenait la suite des activités du camp de vacances. Vous avez le support de la municipalité là-dedans? La municipalité en fait partie, les gens d'affaires, des citoyens, la communauté religieuse. On a un support aussi des instances de développement, donc la MRC, entre autres, qui sont le centre de santé et aussi la commission scolaire, qui ont tous participé un peu à cette transition-là pour favoriser que le camp puisse se poursuivre puis que le camp continue d'offrir des services aux jeunes. Qu'est-ce qu'on y retrouve comme principale activité? La grande activité forte, c'est la piste d'hébertisme. Donc, près de 40 modules d'hébertisme en bois, toutes sortes de modules, que ce soit un pont suspendu, une tyrolienne. Donc, vraiment toutes sortes d'activités. Le radeau qui passe par-dessus la rivière. Les jeunes vivent un défi personnel qui est très intéressant avec des activités qui sont vraiment adaptées à tous les groupes d'âge. Donc, pour les plus petits, on va prendre des modules plus faciles. Puis pour les plus grands, on va augmenter le niveau de difficulté dans certains des parties de la piste. Fait que ça, c'est une des très grandes activités. On a la chance aussi d'avoir 2 murs d'escalade, donc un à l'extérieur et un à l'intérieur. Qui est en croissance de popularité, l'escalade. C'est un sport qui est très intéressant. Il y a beaucoup de monde qui l'aime. Il n'y a pas encore tant que ça d'adeptes au niveau local. On essaie de trouver une façon de l'ouvrir plus à la population locale, mais ce n'est pas évident pour nous à ce stade-ci. Mais pour les jeunes, ça leur fait vivre une expérience, puis souvent un peu vaincre cette peur des hauteurs, d'essayer de... L'important, ce n'est pas de se rendre en haut, ce n'est pas de se rendre le plus vite. L'important, c'est de se dépasser. Okay. Et c'est ça qu'on va préconiser auprès des jeunes. Et c'est, je pense, pour ça qu'ils aiment beaucoup cette activité-là, parce que c'est un peu un défi personnel. On a aussi du tir à l'arc, tir à la carabine, autant intérieur et extérieur pour le tir à l'arc, puis intérieur seulement pour le tir à carabine. Et ça aussi, ça va chercher un fort intérêt. Les jeunes aiment ça. On est dans une région où, des fois, la chasse, des choses comme ça. Donc, on a 2 extrêmes. Ceux qui n'ont jamais touché à ça, puis c'est des carabines à air comprimé, là, pas... Pour les enfants, c'est parfait. Puis il y en a qui n'ont jamais touché à ça, fait que c'est intriguant. Puis ça a brassé, je pense que c'était dans la région de Québec, je me suis retrouvé. Puis à un moment donné, j'ai entendu une nouvelle comme de quoi il y avait une activité pendant la semaine de la relâche, c'était du tir. Puis là, il y a des parents qui ont comme contesté tout ça. Je dis, ça n'a pas de bon sens. Dans le fond, c'est une bonne chose des initiés, effectivement, au tir. C'est une initiation, puis on va mettre l'accent sur la sécurité. On est là pour que les jeunes aient du plaisir, pour qu'ils apprennent. On n'est pas là pour prendre des risques. Donc, il n'y a pas de... On n'a pas besoin de souper ou de chasser un dîner. Là, on va tirer sur une cible en papier. Donc, c'est vraiment juste dans le but pour les jeunes, c'est stimulant, puis c'est d'essayer quelque chose qui est un peu nouveau. Même chose avec le tir à l'arc, qui lui est encore un plus grand défi parce que c'est plus difficile. Là, on n'a pas une arme qui tire pour nous, c'est nous-mêmes qui devons faire l'action avec l'arc. C'est revenir un peu à la façon de chasser dans le temps. On ne se rend pas jusque-là avec eux, mais c'est des initiés à ces activités-là qui existent et qui sont intéressantes pour les jeunes à découvrir puis à essayer. L'autre activité
sans être une activité en soi, on a une piscine. Et ça, c'est sûr qu'en été, pour les jeunes, c'est Quand un il fait gros chaud, plus. Ils aiment ça, effectivement. jouer dans l'eau, on a un tremplin. La, donc ils peuvent la sauter. rivière n'est pas en soi un endroit où tu peux aller te baigner? Ou... On pourrait probablement, mais comme il y a une piscine depuis 40 ans, je pense, c'est la piscine qui est préconisée. Sur la rivière, il y a un petit bassin d'eau, puis on l'utilise pour les embarcations. Donc, des petites activités pédalo, médalo, qui sont des pédalos à main, des petits kayaks. Donc, des choses qui sont aussi le fun pour les jeunes. Donc, ils vont visiter en quelque sorte l'eau aussi, mais pas en se baignant. Est-ce qu'il y a des activités dites culturelles? Oui. C'est sûr qu'on est dans l'ancienne seigneurie des éboulements. Le manoir, ça s'appelle le camp de manoir parce que le bâtiment principal, c'est l'ancien manoir, le deuxième manoir qui a été construit aux éboulements, juste à côté du moulin. Donc, entre autres, on fait une activité qu'on appelle meunier d'un jour, où les jeunes, en plus de faire leur propre pain, leur propre beurre, vont aller visiter le moulin, vont découvrir un peu cette vie-là d'avant. Au niveau du camp de vacances aussi, on fait c'est un peu dans la thématique du camp. À chaque camp, on élit un nouveau seigneur des éboulements. Oh. Et les jeunes, donc, progressent dans les grades de l'époque seigneuriale jusqu'à pouvoir avoir la chance de devenir seigneur. Et là, donc, ça fait un petit côté historique. On a des costumes d'époque, donc on transforme un peu l'atmosphère le temps d'une journée, puis ça fait vivre ce côté-là historique, mais culturel aussi, aux enfants, mais qu'ils vivent grandeur nature avec eux-mêmes dans les rôles principaux. Donc, ça donne un petit quelque chose. Est-ce qu'il y en a, quand ils sont devenus seigneurs, ils ont voulu changer toute la vie du camp? C'est sûr que quand ils sont seigneurs, des fois, le maire des éboulements est maintenant président du conseil d'administration, donc il est présent. Ils sont un peu le patron du maire. OK. Le temps d'un instant. On va baisser les taxes. Dites-moi, un des objectifs du camp, c'est d'offrir des services à l'année longue maintenant. On essaie de développer, d'avoir des services. C'est sûr il y a beaucoup de locations à des groupes, des entreprises, des familles, que ce soit pour des parties de Noël, pour des activités de team building, donc de construction d'esprit d'équipe, des choses comme ça. On a une autre période de l'année, au printemps et à l'automne, qui est beaucoup pour les écoles. Donc, on reçoit beaucoup d'écoles de Charlevoix. Un nouveau projet cet automne qu'on a fait, c'est qu'on a développé un peu l'initiation des secondaires 1 pour l'école secondaire du plateau. Donc, ils viennent vivre un défi de classe, comment souder les liens de classe très rapidement à travers une course à relais gigantesque sur tout le terrain du camp. Ouais. Donc, les jeunes ont vécu ce défi-là, puis on a eu des très bons échos des enseignants qui ont dit « c'est le fun parce qu'on a une classe beaucoup plus soudée qu'on était habitué dans les autres années, plus rapidement ». Donc, fait qu'à chaque période de l'année, on essaie de développer avec différentes clientèles, puis c'est pour ça qu'on veut aussi développer un peu plus le loisir hivernal. On est en train de regarder ça. Il y a de la place. De toute façon, on regarde avec les bordées de neige qu'on a eues récemment. Je veux dire, il y a quelque chose à faire, même ne serait-ce qu'une guerre des tucs. Les jeunes l'ont fait hier. Ils sont allés jouer dehors en après-midi quand la tempête s'est calmée. Ils ont construit un fort. Ils ont eu un plaisir fou à pouvoir jouer dans la neige puis de le vivre de façon un peu organisée. Il y a des jeunes qui vont le faire par eux-mêmes, mais des fois, de le faire en groupe, ça amène un petit quelque chose de spécial. C'est autant garçons que filles? Oui, autant garçons que filles. Au niveau du camp de jour, c'est principalement d'âge primaire, donc 5 à 12 ans. Au niveau du camp de vacances, c'est un petit peu plus vieux, 8 à 14 ans. Puis on développe cet été des nouveautés aussi pour essayer d'inclure plus de jeunes. Donc, entre autres, on avait des parents qui nous ont dit « Notre enfant est rendu à 13 ans, il ne peut plus venir au camp de jour. Il n'y a plus l'intérêt de venir au camp de jour de toute façon, mais on aimerait ça qu'il ne reste pas à la maison tout l'été. On comprend ça, donc on a développé pour l'été qui s'en vient un camp ado. Qui va se dérouler 4 fois une semaine dans l'été. Les jeunes peuvent s'inscrire pour n'importe laquelle des semaines. Et là, ça va être vraiment des activités pour eux autres, de 13 à 15 ans, des activités spécifiques à eux. Puis on va essayer d'inclure des activités qui vont aller chercher un peu plus le défi de gang, ce qu'ils recherchent plus dans ces âges-là. Que ce soit avec notre piste d'hébertisme, dans l'escalade, on a des vélos aussi, donc possibilité d'aller faire le tour de l'île aux Côtes à vélo, des choses comme ça. Donc d'aller vraiment chercher ce petit côté-là pour augmenter un peu le défi de venir au camp, mais d'en profiter pleinement aussi. Et c'est tellement une belle place, puis vous avez comme un vaste territoire sur lequel vous êtes installé, alors c'est pas les opportunités qui manquent. Non, c'est ça, c'est un grand terrain, il y a beaucoup de potentiel.
On a beaucoup d'activités qu'on peut faire. On a un terrain pour jouer au soccer, on a un terrain de basketball, on a ce qu'il faut pour jouer au volleyball. Donc, il n'y a vraiment pas de limite dans ce qu'on peut faire. Reste à voir pour l'exploiter au maximum, puis surtout d'y aller avec l'intérêt des jeunes, que ce soit une activité de survie en forêt, une autre activité de randonnée. Il y a plein de choses à faire. Fait qu'on y va vraiment avec l'intérêt des jeunes pour les amener à faire des activités qui leur correspondent. Est-ce qu'il y a beaucoup de compétition dans le milieu des camps en province? Au niveau des camps de vacances, oui. Il y a beaucoup de camps. C'est relativement dispendieux, donc c'est pas toutes les familles qui peuvent se permettre d'aller dans les camps. Donc, oui, il peut y avoir de la compétition. Il y a certains camps qui vivent des baisses de clientèle. D'un autre côté, c'est assez stable. Les gens aiment ça, aiment le produit. Donc, ce qui fait qu'on va aller dans un camp, à moins d'être dans un camp spécialisé parce que je cherche un camp d'équitation, par exemple, ou un camp très spécifique à quelque chose, ça va être mes amis ils vont où? Ou je suis allé à une place une fois parce que, peu importe la raison, mais là, je me suis fait des amis puis je veux les revoir. Et d'année en année, on voit les mêmes jeunes venir aux mêmes semaines avec le même groupe d'amis qui ne se connaissaient pas en dehors du camp, puis maintenant, ils sont des amis le reste de l'année aussi. Alors, c'est tout à votre honneur, dans le fond. C'est de même qu'une réputation se construit. Exactement. Au niveau du camp de jour, là, c'est une autre dynamique. On est en pleine progression. On a beaucoup de parents qui nous approchent des éboulements, mais des municipalités aux alentours, puis jusqu'à Baie-Saint-Paul et la Malbaie. Puis, c'est sûr que ça, c'est un service qu'on essaie de continuer d'offrir. Les gens aiment beaucoup l'encadrement puis les activités qu'on offre. On est chanceux, on a toutes ces infrastructures-là. Ben oui. Jusqu'à une petite municipalité, c'est plus difficile. Donc, on est aussi pour parler avec certaines municipalités, comme les éboulements ont fait le choix. Les éboulements, ce qu'ils ont choisi il y a quelques années, on dit, nous, on n'aura plus de terrain de jeu. Bon. Plutôt qu'avoir notre propre terrain de jeu, on va subventionner les parents pour qu'ils envoient leurs enfants au camp de manoir parce qu'ils ont des infrastructures ils n'ont pas ça, une piscine avec un sauveteur, ils n'ont pas un mur d'escalier à l'intérieur, c'est normal. Ouais. Nous, on a la chance de les avoir. Les frères ont mis beaucoup de sous dans les années qui étaient là pour développer des infrastructures d'une grande qualité, aussi bien en faire profiter un maximum d'enfants, puis c'est comme ça qu'on développe le camp de jour. On peut dire merci aux frères du Sacré-Cœur. C'est sûr que oui. Hein? Et ils font encore beaucoup pour le camp de manoir. Puis ils ont développé une institution à l'intérieur de Charlevoix qui est peut-être méconnue encore de plusieurs Charlevoisiens. Tout le monde est déjà passé devant. Quand on prend la route 362, c'est au coin de la route 362 puis la route du port qui mène à l'île aux Coudes. Donc, tout le monde est passé devant le camp de manoir, mais pas tout le monde sait qui est là. Puis pas tout le monde, peu de gens ont vu l'ampleur du site. De l'extérieur, on voit quelques bâtiments rouges et blancs. On est curieux un peu, c'est une ferme, c'est quoi? Mais quand on rentre, on voit qu'il y a beaucoup de bâtisses puis beaucoup de vie. Il y a beaucoup d'infrastructures, de bonnes infrastructures. Exactement, en bon état, puis ce qui nous permet de maximiser leur usage. Fait que ça, c'est super intéressant. Si on veut avoir plus d'informations, j'imagine qu'il y a un site Internet. Il y a un site Internet. On vient de tout refaire le site Internet parce qu'on voulait qu'il parle plus, autant aux parents qu'aux jeunes, qui peuvent aller le regarder ensemble. Ça t'intéresse-tu? Regarde les activités qu'on va faire. C'est www.camplemanoir.qc.ca, tout simplement. Okay. Tout est sur le site Internet. Sinon, on peut nous appeler puis ça va nous faire plaisir. Le numéro de téléphone? C'est le 418-635-2666. Voilà. Et toutes les inscriptions se font en ligne. Donc, c'est très facile pour les parents d'y aller. Ils peuvent prendre le temps d'inscrire leur enfant quand ils sont prêts. Ils peuvent nous appeler aussi s'ils ont des questions. Au niveau du camp de jour, entre autres, on est en train de regarder il y a un transport déjà de Baie-Saint-Paul qui existe pour aller au camp. Puis on est en train de voir s'il n'y aurait pas lieu de le mettre de Saint-Irénée ou peut-être même de la Malbaie. Donc, on essaie de mettre en place un système de transport aussi qui va permettre aux parents... Vous êtes central, ça fait que en 20 minutes, tout le monde est rendu. Exactement. Puis pour certains, s'ils peuvent sauver ces 20 minutes-là parce qu'il y a une navette qui fait le travail, bien, c'est encore mieux. C'est le meilleur des deux mondes. Super. Bien, Monsieur Thomas Lepage-Gouin, merci pour votre visite. Merci on encourage les parents, s'ils veulent envoyer leurs enfants, soit au camp de jour ou soit, effectivement, au camp comme tel, qui est le camp vacances. Alors, votre enfant est sûrement entre bonnes mains. Merci. Ça nous fera plaisir de les recevoir. Merci beaucoup. Et voilà, une autre émission de terminée. Merci à vous à la maison de nous écouter sur une base régulière. Merci également à la bibliothèque René Richard qui nous accueille de semaine en semaine. Et comme vous l'avez vu cette semaine, nous avons un nouveau décor qui va être notre décor
réguliers dans les semaines à venir. Merci à Normand Gauthier à la technique. Et si jamais vous voulez venir assister ou du moins venir nous parler d'un sujet dans le cadre de cette émission, vous êtes les bienvenus. Contactez-nous à TVCO au numéro 88 435 5134. D'ici là, bonne semaine et à très bientôt.